Il y a des noms qui résonnent comme des symboles. Kodak, c'était exactement ça. Une marque mythique, une promesse universelle, capturer un moment, un sourire, un souvenir. Et pendant près d'un siècle, Kodak a dominé le monde de l'image. Un véritable empire technologique bâti sur une idée simple. You press the button, we do the rest. En traduction, vous pressez le bouton, nous faisons le reste. Mais aujourd'hui, Kodak est surtout le nom qu'on cite dans les conférences sur l'échec, dans les livres de stratégie sur les erreurs à éviter. Comment un géant de l'innovation a-t-il pu rater une révolution qu'il a lui-même initiée? Ce n'est pas une histoire de myopie, ce n'est pas un manque de moyens, ni même de vision, et c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus cruel. Et c'est le nouvel épisode d'Autopsie d'une décision. Ils pensaient avoir trouvé la bonne stratégie. Ils avaient l'argent, les équipes, l'expérience, et pourtant, la suite a tourné au désastre. Salut, c'est François, et bienvenue dans Autopsie d'une décision. Ici, on parle de décisions qui ont tout changé, mais pas dans le bon sens. Vous savez, ces choix que les dirigeants prennent convaincus de tenir la bonne idée, jusqu'au moment où tout s'effondre. Et dans cette série d'épisodes, je vous amène comprendre pourquoi certaines entreprises se plantent et comment potentiellement éviter les mêmes erreurs. Alors installe-toi bien et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Autopsie d'une décision. Tout commence en 1888. George Eastman invente une nouvelle façon de photographier. Plus simple, plus rapide, plus accessible. Kodak devient un synonyme de souvenir, d'instants volés, d'un monde que l'on fige sur la pellicule. Et c'est un succès total. Car Kodak invente la pellicule couleur, démocratise l'instanmatique, sponsorise les JO, s'installe dans le foyer et les cœurs. C'est un véritable empire. Mais c'est surtout une belle machine. Une machine parfaitement huilée. Avec des ressources, des compétences et un modèle d'affaires ultra rentable. Vendre des appareils peu chers, mais surtout vendre des pellicules. Des consommables à forte marge, achetés, rachetés et re-rachetés par les clients. Kodak ne vend pas de photos, il vend l'habitude de photographier. Et ça, c'est hyper fort. Et ça fonctionne pendant très longtemps. Jusqu'en 1975. Car cette année-là, un ingénieur de Kodak, Steven Sasson, assemble un prototype d'un appareil d'un nouveau genre. Un appareil photo numérique. Pas de pellicule, pas de développement, une image stockée sur une bande magnétique. Alors, tout content, il montre sa trouvaille à la direction. Leur réaction est la suivante. C'est marrant, mais ne le dites à personne. En fait, Kodak vient tout juste d'inventer le futur, et pourtant, ils vont choisir de l'enterrer. Pourquoi ? Parce que cette innovation menace tout ce qui fait la force et surtout la rentabilité de Kodak. Et oui, rappelez-vous, Kodak ne vend pas des appareils, il vend des pellicules. Et donc ce tout nouvel appareil photo, il rentre pas dans le modèle. Et ça, c'est le point central de cette histoire. Kodak n'a pas échoué parce qu'il n'a pas vu venir le numérique, contrairement à ce que beaucoup croient. Kodak l'a vu,
l'a inventé, l'a étudié. Mais Kodak n'a pas su faire rentrer ce nouvel appareil photo dans son modèle économique. Car c'est là où tout bascule. Car ce que le numérique remet en question, ce n'est pas la technologie, c'est le modèle d'affaires. Et dans les grandes entreprises, changer de technologie est difficile, on l'a vu, mais changer de modèle, c'est un combat, une guerre, et une guerre contre soi-même. 1995, Kodak est toujours au sommet. Mais c'est le moment où les signaux faibles deviennent clairs. Le numérique qu'ils ont inventé, mais que d'autres ont également trouvé par la suite, le numérique arrive. Le marché est balbutiant, mais la tendance est irréversible. Alors, comment Kodak gagne-t-il de l'argent à ce moment-là? C'est simple. Il vend des pellicules, il s'appuie sur son vaste réseau de distribution, supermarchés, bureaux de tabac, laboratoires. Il maîtrise la photo, la chimie de la photo, la production industrielle, le développement de l'image. Et ils ont quelques concurrents qui s'appellent Fuji, Agfa, des choses comme ça. Un modèle hyper robuste, prévisible, rentable, mais très rigide. Avec le numérique, la logique est complètement inverse. On ne se base plus sur le consommable, mais sur les appareils photo, qui coûtent cher, très cher. Donc ça veut dire plus de rachats réguliers, plus de dépendance. Donc, pour réussir face à ce modèle, il faut tout réinventer. Distribution, compétences, partenaires, et aussi la façon de gagner de l'argent. À ce moment-là, Kodak se retrouve face à deux modèles d'affaires très antagonistes. Il faut faire un choix. Alors imaginez la scène. Nous sommes dans une salle du siège de Kodak, à Rochester, 1995. D'un côté de la table, Jane, directrice de l'activité argentique. Elle demande 300 millions de dollars pour contrer Fuji et récupérer des parts de marché. Elle a des tableaux, des prévisions, un ROI clair, du concret. De l'autre côté, John, responsable de l'unité numérique. Il demande aussi 300 millions de dollars. Mais son marché est petit. Il n'a pas de certitude, il n'a pas de prédiction fiable, pas de résultat garanti. Juste une conviction, le futur est là. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Quelle serait votre décision? Devez-vous sacrifier une activité rentable pour un avenir qui est quand même incertain? Et dans la majorité des cas, la réponse va être non. Pas cette année, on verra l'année prochaine. Et c'est comme ça que le compte à rebours est fatal. Même situation, chaque année encore. Pourtant, chaque année, le numérique progresse. Mais il reste trop petit pour justifier des investissements massifs. Kodak gagne du temps, mais perd de l'avance. Et ce jeu, il va se finir en 2000, où c'est la bascule. Le marché du numérique va exploser. Les appareils photo se vendent par millions, les smartphones apparaissent, les habitudes changent, l'argentique chute brutalement. Alors Kodak, ils vont tenter de réagir, mais trop tard. Des noms comme Sony, Canon, Nikon, ils occupent le terrain. Kodak a attendu la certitude, elle est bien arrivée, mais avec la défaite. Donc, Kodak, si on résume, c'est pas une victime d'un manque d'innovation, comme on peut souvent le croire. C'est une victime, excusez-moi, d'un conflit de modèles. Et ce conflit de modèles, on le retrouve très très souvent dans les entreprises traditionnelles. Face à de la disruption.
Ici, le numérique n'était pas une simple évolution, c'est un changement de logique. Et Kodak était tout simplement structurellement, culturellement, stratégiquement pas prêt à abandonner la rente qu'ils avaient. Et ben, le résultat, un géant, prisonnier de son passé, qui a été balayé par une vague qu'il a lui-même créée. Alors, Kodak existe toujours, reconverti, rétréci, repositionné. Mais c'est plus la même chose. Et son histoire reste une leçon gravée dans la mémoire des dirigeants, des stratèges et des innovateurs. Quand le futur arrive, il ne vous attend pas. D'ailleurs, je vais faire un petit parallèle pour illustrer ce changement. J'ai envie de vous parler du cas de Fujifilm, principal concurrent de Kodak, mais qui, eux, a su naviguer sur cette même rupture avec une stratégie radicalement différente. Contrairement à Kodak, Fujifilm a adopté une approche proactive face à la révolution numérique. Dès les années 1980, l'entreprise japonaise a anticipé le déclin de la photographie argentique et a entrepris une transformation stratégique en profondeur. Plutôt que de s'accrocher exclusivement à son cœur de métier traditionnel, Fujifilm a identifié ses compétences clés, notamment la chimie, et les a appliquées à de nouveaux domaines. Cette réorientation a conduit à une diversification réussie dans des secteurs tels que la santé, les cosmétiques, les matériaux électroniques. Par exemple, l'entreprise a utilisé son expertise en chimie pour développer des produits cosmétiques et des équipements médicaux, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard du marché de la photographie. Cette diversification a permis à Fujifilm de compenser la baisse de ses revenus. Et en 2000, environ 54% de ses ventes provenaient de la photographie. Mais grâce à cet effort de diversification, l'entreprise a réussi à maintenir sa rentabilité. De plus, Fujifilm a investi dans la recherche et le développement pour rester à la pointe de l'innovation. Elle a lancé des produits numériques très compétitifs, tels que la série d'appareils photo, connue sous le nom de X, qui a connu d'ailleurs un succès très notable. Cette capacité à innover, tout en diversifiant ses activités, a été essentielle. Une différence fondamentale entre Kodak et Fujifilm réside dans la manière dont chacune a défini son identité organisationnelle. Kodak s'est longtemps perçu comme une entreprise centrée sur la photographie, alors que Fujifilm s'est défini sur ses compétences de chimie. L'un a limité sa capacité à envisager une réorganisation stratégique en dehors de ce domaine, alors que l'autre, ça lui a permis d'envisager d'autres applications. L'histoire contrastée entre Kodak et Fujifilm souligne l'importance cruciale de l'adaptabilité et de la diversification et de la redéfinition de l'identité organisationnelle face aux disruptions technologiques. Et oui, elle démontre la capacité à se remettre en question et surtout remettre en question son modèle d'affaires. Car ça, c'est la décision qui peut sauver la vie d'une entreprise. Tu l'as compris, les grandes entreprises tombent rarement à cause d'une seule mauvaise décision. C'est souvent un jeu de plusieurs facteurs très divers, comme nous l'a montré cet épisode. Mais toutefois, ça reste extrêmement instructif. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a autant fasciné que je l'ai trouvé plein d'enseignements. Et si t'as aimé cet épisode, abonne-toi, partage cet épisode et surtout, souviens-toi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a juste des prises de décision et des absences de prise de décision. L'avenir te dira le reste.